Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocats.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à la rubrique Tech sur la radio de l'incubateur. Mon nom est Adrien Van den Branden, je suis membre de l'incubateur d'avocats.be et avocat au barreau de Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la blockchain. Comment est-ce que cette nouvelle technologie dont elle dit qu'elle va révolutionner des pans entiers de l'économie et de la société fonctionne et quels en sont les impacts, notamment sur le monde du droit et pour les avocats. Alors pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'introduire Kevin de Patoul. Bonjour Kevin. Bonjour Adrien. Alors Kevin, tu es le fondateur et le COO de Keyrock, une société de trois Belges qui cherche à fluidifier les transactions de crypto-actifs. Est-ce un bon résumé et peux-tu expliquer en deux mots ce que tu fais au sein de Keyrock ? Oui, donc c'est un bon résumé. Donc Keyrock, on est en effet une société belge active sur le marché des crypto-actifs. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment augmenter la liquidité sur le marché. On constate que le marché des cryptos en tant que marché reste assez jeune comparé au marché traditionnel et donc souffre parfois de manque de liquidité, ce qui ouvre en fait la porte à des manipulations de prix et d'autres problèmes qu'on peut voir sur le marché. Et donc la liquidité est un bon levier pour diminuer ces problèmes et rendre le marché plus mature et plus juste pour tous les investisseurs. Donc c'est vraiment ça qu'on fait, on augmente la liquidité par des activités en fait de market making, on va dire, où on travaille avec les bourses et avec les émetteurs de cryptoactifs pour augmenter leur liquidité. Ok, super. Et donc là, tu as parlé déjà de crypto-actifs. Crypto-actifs, c'est évidemment un lien avec la blockchain, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, la question à $1000, qu'est-ce que la blockchain et à quoi ça sert en fait ? Donc, la blockchain, de manière assez simple, il faut le considérer comme une base de données. Donc, c'est vraiment une base de données qui permet de stocker et d'échanger des données entre des utilisateurs. Pour une analogie avec une marque qui est très connue, si vous voulez, la blockchain c'est Dropbox, mais c'est en Dropbox. Donc on a une base de données qui peut être partagée entre des milliers d'utilisateurs qui peuvent à la fois lire les informations qui sont dessus, mais aussi modifier. Simplement, la blockchain permet de faire ça sans un organisme central, dans le cas de Dropbox, la société Dropbox, qui gère ces échanges de données. On a vraiment une base de données complètement décentralisée qui peut être modifiée et lue par l'ensemble des utilisateurs de manière sécurisée, sans centralisation en fait. Et donc, en place de la centralisation, qui est pour une banque classique, qui elle va vérifier si on a bien assez d'argent sur le compte, ça c'est remplacé par autre chose. Alors, c'est quoi cette autre chose ? Dans le cas de la blockchain, c'est vraiment le consensus entre l'ensemble des utilisateurs, des participants au réseau, qui va déterminer en fait de la véracité de l'information qui est contenue sur la base de données à un moment précis. Donc tu évoques les banques, c'est en effet un bon premier exemple, parce que c'est la première application de la technologie blockchain, sont les monnaies virtuelles, comme les bitcoins, où par rapport à l'analogie que je disais de base de données décentralisées, ici les données c'est un historique de qui possède quoi. Donc typiquement le genre de data qui serait habituellement gardé par une banque. Ici c'est l'ensemble du réseau Bitcoin qui va vérifier à chacune des transactions comment est-ce que cet historique de qui possède quoi va être modifié par les transactions, et c'est l'ensemble du réseau qui va acter la véracité de cet historique à un moment précis, qui va pouvoir toujours assurer la bonne conservation des données du réseau et donc la bonne conservation des bitcoins de chacun. Donc ici c'est vraiment le consensus qui est alors codifié et le fait que tout le monde fasse confiance à ce consensus fait que des transactions seront validées ou pas sur le Exact. Sur Donc c'est au sein même du protocole en fait le consensus est codé dans le protocole dès le départ. On va avoir les différents participants au réseau qui vérifient les transactions, qui vérifient que ces transactions sont bonnes d'un point de vue grammatical entre guillemets, qu'elles contiennent toutes les informations nécessaires à une bonne transaction, donc à une origine, destination, un montant et ainsi de suite. Mais les participants vont, au-delà de vérifier cette syntaxe, vont aussi vérifier que la personne qui envoie un bitcoin à une autre personne possède bien ce bitcoin, qu'il en envoie un alors qu'il en possède au moins un et pas moins, que ce bitcoin est envoyé qu'à une seule personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le réseau qui va automatiquement faire toutes ces vérifications dès que la transaction sera faite. Et une fois qu'elle est validée par le réseau, elle est rajoutée dans l'historique de qui possède quoi.
et donc ça acte en fait le transfert de Bitcoin d'une partie à une autre. Ok, super. Et donc ici tu parles de Bitcoin qui est une monnaie virtuelle, qui est une application alors de la blockchain, Oui, tout à mais fait. il en existe bien beaucoup d'autres en fait. Il en existe des milliers d'autres, donc déjà dans le domaine des monnaies virtuelles, il y a des milliers de monnaies différentes, d'actifs différents, ce ne sont pas toutes des monnaies. Mais il y a évidemment aussi plein d'autres applications de cette technologie. Donc en fait, les monnaies virtuelles sont à la blockchain, ce que l'email est à Internet. Donc c'est une première application, à vraiment toucher un public assez large, mais ça représente évidemment qu'une infime partie de ce que la technologie permet ou promet de permettre dans le futur. Ok, et alors on a déjà touché à peut-être un avantage de la blockchain qui est de se passer d'un organisme centralisateur et donc de faire en sorte qu'on se passe de ce tiers de confiance mais au bénéfice donc, du réseau en tant que tel. Et, quels sont les autres atouts de la blockchain? Alors les deux atouts majeurs qui sont mis en avant à la technologie, la première c'est son caractère immuable. Donc la façon dont le partage d'informations se fait que tout changement en fait apporté à la base de données centralisée va être lié à l'état précédent de cette base de données et ainsi de suite, ce qui forme en fait une chaîne précédente de cette base de données et ainsi de suite, ce qui forme en fait une chaîne de changements liés les uns aux autres, et c'est de là que vient le nom de la blockchain. Donc le fait que ces éléments soient liés les uns aux autres avec vraiment une logique de suivi dans le temps, donc il y a ce qui s'appelle un timestamp sur chacun de ces changements, confère à la blockchain ce caractère immuable. C'est-à-dire qu'une fois qu'une information a été vérifiée et entérinée par le réseau, il devient quasiment impossible de la modifier. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision claire sur l'état des données à un moment dans le temps, sans nécessité de confiance envers une institution qui vérifierait que non, ça n'a pas été modifié. Ce n'est techniquement pas possible de modifier l'état des informations dans le passé. Okay. Donc, ce qui évidemment, cette immuabilité apporte énormément d'avantages pour beaucoup d'applications. Je pense notamment dans le secteur du retail, c'est utilisé pour la traçabilité de certaines matières, je pense, on va dire, de toute leur supply chain via la blockchain. Donc, c'est un premier avantage. Le deuxième, et qui est assez paradoxal, vu ce que le grand public peut connaître de la blockchain via les bitcoins, c'est le caractère extrêmement sécurisé de la technologie. Vu qu'on est dans un système qui est complètement décentralisé, le gros avantage est qu'il n'y a pas un seul point d'échec. Je veux dire, si on a une société qui garde les données de l'ensemble du réseau, si ses serveurs sont hackés, l'ensemble du système est compromis. Ici, on a vraiment des milliers d'utilisateurs qui participent à un réseau de données, donc il n'y a plus de point central d'échec, ce qui rend le système impossible à hacker, ou en tout cas jusqu'à présent, sur les 10 dernières années la plus grosse blockchain en utilisation qu'est la blockchain Bitcoin, la blockchain en elle-même n'a jamais été piratée. Donc je disais c'est paradoxal parce qu'on entend souvent parler de vol. Donc je disais c'est paradoxal parce qu'on entend souvent parler de vol de Bitcoin et ainsi de suite, qui eux en fait sont liés à des plateformes internet complètement traditionnelles, on va dire, qui viennent se plugger sur cette blockchain, notamment des bourses d'échange, qui elles ont déjà été piratées, mais la blockchain en elle-même ne l'a absolument jamais été, donc c'est le deuxième gros avantage de la sécurité. Oui, en fait, c'est logique, vu que le réseau est dispersé entre plus d'un millier de serveurs, voire même plus. Il faudrait pouvoir hacker ces 1000 serveurs en même temps pour pouvoir toucher à la blockchain. Exactement. Alors que dans un registre centralisé, le registre est situé sur un serveur qui est plus facile de hacker, en tout cas plus difficile à protéger. Et donc ici, ça c'est atout en termes de sécurité et alors de fait de se passer d'un tiers de confiance et donc d'aller plus rapidement parce qu'on va du coup ne pas devoir perdre du temps à vérifier auprès d'une des atouts. Mais j'imagine qu'il y a forcément quelques inconvénients ou disons risques à utiliser la blockchain. Oui, il y a tout à fait des inconvénients. L'inconvénient premier est lié en fait à l'innovation que la blockchain représente, parce que la technologie a 10 ans dans le cas du Bitcoin, mais on reste dans un univers qui est encore très bêta, entre guillemets, donc il n'y a pas encore énormément
de référence testées, retestées, mises à l'épreuve du temps par énormément d'utilisateurs qui fait qu'on puisse vraiment parler d'une technologie mature. Donc cette maturité, on va dire, c'est un premier inconvénient. Mais au-delà de ça, même dans la technologie elle-même, une des grosses difficultés qu'on voit aujourd'hui, c'est la capacité en fait, de la technologie à absorber un très haut volume de transactions. En fait, le fait que ce soit complètement décentralisé, ça implique que c'est un petit peu plus long. En fait. C'est plus lent généralement de vérifier donc des transactions dans le cas du Bitcoin, j'ai des modifications. C'est plus long que quand on passe par un serveur centralisé. Si on regarde au niveau justement du Bitcoin, le nombre de transactions qui sont possibles sur le réseau, quelque chose comme le réseau Visa, par exemple, va permettre plus de 20 000 transactions par seconde. Dans le cas du Bitcoin, le maximum possible du réseau potentiel est à 7 transactions par seconde. Donc on voit qu'on est encore très loin de ce qui est permis par des systèmes complètement matures. Après, voilà, c'est un frein qui est adressé par d'autres technologies, d'autres projets qui essayent de changer ça et d'augmenter, on va dire, le volume qui peut être absorbé. Mais ça reste encore une vraie question aujourd'hui, c'est comment arriver avec un système décentralisé a autant d'efficacité qu'avec un système centralisé. Et pour l'instant, on n'a pas encore complètement répondu à cette question. D'accord, donc la blockchain, c'est une technologie jeune, je crois qu'elle a 10 ans, ou elle vient d'avoir 10 ans, versus les autres technologies qui sont beaucoup plus matures et les autres réseaux qui sont bien plus ancrés. Et justement, je crois que c'est une bonne transition vers la prochaine question. Où en est l'état actuel aujourd'hui de la blockchain, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais pour l'instant ça reste relativement confiné, en tout cas c'est l'impression qu'en a le grand public. Oui. Donc où en est la blockchain aujourd'hui et vers quoi tu la vois évoluer? Ce qui est intéressant, c'est il y a vraiment deux grilles de lecture, quoi. La première, c'est tout ce qui se touche aux monnaies virtuelles, qui était la première application avec le Bitcoin en 2008, c'est ce qui a permis à la technologie de se faire connaître, de donner une première utilisation au grand public, entre guillemets. Donc ça, le marché des monnaies virtuelles, c'est un marché qui grandit tous les ans, avec des hausses et des baisses de prix, comme tout le monde peut le suivre dans la presse. Mais on est sur un marché, c'est pas mature, loin s'en faut, mais qui est déjà d'une taille assez importante. Et on voit qu'il y a plein de monnaies qui existent, plein de monnaies qui se créent, qui meurent, qui s'échangent, ainsi de suite. Tout ça fonctionne très bien. Par contre, souvent ces monnaies en fait sont là pour valoriser un projet qui est basé sur la blockchain. Et là on voit que pour l'instant on est encore vraiment dans une phase bêta, quoi. Donc c'est-à-dire pour comparer ça au marché traditionnel, on a des entreprises qui sont déjà listées, qui ont des actions qui sont listées en bourse avec des actions émises, qui s'échangent très bien, tout fonctionne. Par contre, le business de l'entreprise en elle-même n'est pas encore en place. Donc on est vraiment sur un cycle un peu différent comparé au marché et à l'économie traditionnelle. Donc les projets sur lesquels travaillent ces entreprises qui, eux, utilisent vraiment la technologie blockchain sont souvent en bêta. C'est encore des prototypes qui sont en cours de développement, c'est encore assez peu mature. Ça, c'est ce qu'on voit sur tout ce qui touche aux monnaies virtuelles. À côté de ça, on a aussi beaucoup d'entreprises, donc des grands groupes qui se penchent de plus en plus, qui travaillent depuis plusieurs années sur la technologie blockchain, principalement dans évidemment le secteur financier, pour tout ce qui touche aux transactions interbancaires, aux grandes transactions vraiment des échanges intercontinentaux de containers, ensuite pour faire le suivi des projets-là arrivent petit à petit en fin de phase de prototypage et on voit des applications concrètes dans les secteurs bancaires, assurances. Je parlais du retail avec le suivi de la supply chain de Walmart. Carrefour a mis quelque chose en place de similaire récemment. Donc on a vraiment quelque chose qui commence à être de plus en plus développé par les grands groupes qui se mettent d'ailleurs souvent en consortium pour faire avancer ça plus vite. Et donc je dirais que là on voit un petit peu plus de maturité sur l'utilisation de la technologie elle-même. Mais ça reste, voilà, on est toujours dans les balbutiements de ce que ça peut permettre, de ce que ça permet réellement, quoi. Mais il y a des cas d'application pratique, des projets qui se lancent. On est bien au-delà du buzz, parce qu'on entend parfois ce discours de dire voilà, c'est du hype, ça va passer. Non, c'est fait pour durer, quoi. Ah oui, tout à fait. Non, la technologie, elle existe depuis 10 ans. La première application qui sont les crypto-monnaies a eu un succès dingue et on voit ça simplement par la taille du marché aujourd'hui. Et les entreprises travaillent depuis plusieurs années, investissent massivement en innovation et ont déjà aujourd'hui des premières applications sur le marché. Donc quand je parle de balbutiement, je pense que c'est lié aussi au potentiel que moi je vois à long terme, qui selon moi est absolument
absolument colossal. Et donc par rapport à ce potentiel, là où on est aujourd'hui est encore assez, c'est encore assez jeune, mais c'est tout à fait concret et c'est très certainement là pour durer, quoi. Le fait qu'il y ait du hype autour, c'est un hype qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Ça s'est développé pour quelque chose, on en parle pour une raison et la technologie avance et se développe énormément, quoi. Ok. Et donc ce qui intéresse ici les avocats et les professionnels du droit, c'est l'impact sur le droit et sur leur manière de fonctionner. Est-ce que tu vois des cas d'application de la blockchain pour le marché du droit? Mais je pense que la première application potentielle, personnellement, voilà, je ne suis pas un spécialiste, du droit, mais ce qui me frappe directement, c'est le caractère justement immuable de la blockchain et ce que ça permet de faire en termes de certification de documents, de données, de suivi de modification de ces documents. C'est des choses qui, dans le secteur du droit, paraît assez applicable. Donc c'est beaucoup là-dessus, je pense que les projets qui se développent aujourd'hui, dont j'ai connaissance autour de la blockchain et du droit, sont souvent autour de la certification de documents, de certification de la bonne existence des données dans un certain état, à un certain moment. Je pense que là, on a vraiment quelque chose qui peut avoir du sens, aussi bien pour les avocats que pour également les notaires, ainsi de suite. Oui. Que cette certification est possible via la technologie, ce qui n'était pas possible avant, quoi. Oui, c'est ça. Donc vraiment, le caractère immuable de la blockchain, pour tous les besoins, on a besoin de savoir si un document est légitime. Là, tu vois clairement un cas d'application. Tout à fait. Peut-être juste un point aussi que j'ai pas abordé, donc qui est plus lié à un des autres avantages de la blockchain, Oui. c'est la blockchain permet en fait de programmer facilement des logiques dans les transactions. Donc c'est pour ça que c'est souvent référé dans le cas du Bitcoin, on parle comme d'une monnaie programmable, ou Bitcoin ou Ethereum ou d'autres cryptos. Donc en fait, cette programmation est possible via des smart contracts, plus en détail dans d'autres épisodes du podcast, mais ces smart contracts en fait permettent d'établir une logique contractuelle complètement digitalisée et décentralisée avec cette blockchain. Et donc aussi là, pour les avocats, il y a évidemment une utilisation directe assez claire. Oui, c'est ça, effectivement, je pense qu'on en parlera plus tard, mais l'idée de smart contract, c'est un contrat qui va s'exécuter tout seul grâce justement à la blockchain. Exact. Et les acteurs vont faire plus confiance à un tiers pour faire exécuter le contrat, mais vont faire confiance dans le réseau et dans le code qui sera exécuté automatiquement par le réseau. Et justement pour les avocats, les professionnels du droit, à quoi penses-tu qu'eux doivent être attentifs ici dans l'évolution de la blockchain? Parce que la technologie n'a que 10 ans par rapport à d'autres technologies. Ce n'est rien, donc ça évolue très très vite. À quoi est-ce qu'ils doivent faire attention maintenant pour être sûr de ne pas rater le train et relevant toujours dans le futur? Je pense que le premier et le plus important est de s'y intéresser et de pas simplement de pas être rebuté par l'aspect de prime abord assez technique. On parle, voilà, c'est de la cryptographie, c'est pas toujours digeste, on va dire, quand on s'y penche pour la première fois, mais je pense que c'est important de faire l'effort de s'y intéresser, de comprendre les grands principes, comment ça fonctionne, pour pouvoir après comprendre comment est-ce qu'on prend les grands principes, comment ça fonctionne, pour pouvoir après comprendre comment est-ce qu'on va être impacté par cette technologie ou pas, et d'identifier par soi-même les forces, les faiblesses et les potentielles mises en application. Donc, je pense que c'est vraiment la première étape de s'y intéresser et de ne pas se laisser effrayer par l'aspect technique, quoi. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux juristes de faire? Est-ce qu'ils doivent commencer à acheter des livres, aller à des conférences? Est-ce qu'il y a des choses très pratiques qu'ils peuvent mettre en place? Pratiquement, en fait, l'accès à l'information est assez simple. Je pense que vu que c'est complètement basé sur Internet au départ, la blockchain et les monnaies virtuelles, il y a une mine d'or d'informations en ligne, aussi bien d'articles de presse spécialisés, d'explications, de cours sur qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que ça permet, comment est-ce qu'on passe de la blockchain au Bitcoin, toutes ces informations, c'est assez simple de s'y retrouver. Après, il y a énormément de livres aussi qui existent, qui ont vraiment une optique d'explication de la technologie au grand public, qui est intéressant de lire. Et enfin, à Bruxelles, en Belgique, il y a pas mal de meet-up et de conférences qui s'organisent sur le sujet, auxquelles il est toujours, je pense, intéressant d'assister. D'un point de vue juridique, il y a vraiment des vraies questions autour de cette technologie, puisqu'on parle d'enlever le tiers de confiance, de décentraliser la confiance, de consensus autour de l'état des données. Je pense que
d'un point de vue juridique, vraiment de se dire quelle est la vraie source de l'information, quelle partie va être responsable de la véracité d'une information à un moment donné. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cet état de fait qui serait intéressant du point de vue juridique. Oui, tout à fait. Donc un appel aux juristes de s'y intéresser à la blockchain parce qu'effectivement le potentiel d'application est énorme. Et merci beaucoup Kevin d'avoir joué au jeu des questions-réponses sur ce thème passionnant. À consulter le site kiroc.eu pour plus d'informations sur la blockchain et comment éventuellement vous pourrez bénéficier un jour de ces services-là. Et donc si vous aimez ce que vous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Nous publions un podcast par semaine. Et si vous êtes intéressé par le droit et l'innovation, rendez-vous sur notre site www.incubateur.legal et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Depuis Bruxelles, Adrien Van den Branden pour l'incubateur d'avocat.be. Pour l'incubateur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!